Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Ezekiel For Real. J'espère que vous allez bien, moi je me porte à merveille. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vais vous parler des problèmes auxquels nous les personnes noires, nous les personnes de couleur, sommes confrontés au quotidien. Parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, quand un noir parle de ce qu'il vit, de ce qu'il subit, des situations auxquelles il est confronté, on va tout de suite le cataloguer de victime, alors qu'en fait, il ne fait que dire ce qu'il vit et je trouve pas ça normal. Donc vraiment, cette vidéo pour moi, c'est un moyen d'éveiller les consciences et de débanaliser certaines situations qui peuvent paraître normales mais qui ne le sont pas du tout. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, alors j'espère que la vidéo va vous plaire, que vous soyez noir ou non. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez déjà la chanson, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications et surtout de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Déjà pour commencer, être une femme noire, c'est être hyper sexualisée par les hommes blancs. Bien sûr, je tiens à nuancer mes propos. Tout le monde n'est pas pareil et je ne généralise en aucun cas. Tu reçois des commentaires comme ma tigresse, ma panthère sauvage, ma lionne. On est tout de suite comparé à tout ce qui est bestial. Je vais raconter une petite anecdote. Un jour, j'étais dans le TGV, je revenais de chez mon frère qui habite à Strasbourg. Coucou Roland si tu regardes ma vidéo. J'étais aux toilettes. Donc quand je me lève, déjà, je sens un regard sur moi, mais je me suis dit, bon, c'est rien, on est dans le TGV, tout le monde se regarde, il n'y a rien à faire. Je vais aux toilettes, je sors des toilettes et tout. Et là, je me retrouve nez à nez avec la personne qui me regardait. Je me dis, bon, peut-être le monsieur veut aller aux toilettes, donc je lui cède le passage. Et il me fait comprendre qu'il veut pas aller aux toilettes et que c'est avec moi qu'il veut parler. Donc j'écoute ce qu'il a à me dire et il commence à me draguer. Il me demande mes origines. Là, faut pas voir, il est en extase. Ah, vous êtes ivoirienne? Vous connaissez Abidjan? Bah oui, je suis ivoirienne, je connais Abidjan. Ah, j'adore la Côte d'Ivoire. J'adore les ivoiriennes. Elles sont trop belles, les ivoiriennes. Je dis, ah merci, c'est gentil. Le gars devait avoir entre 50 et 60 ans, je tiens à le préciser. Et il me dit, ah, j'adore les ivoiriennes, vous avez un copain, vous êtes fiancé, vous êtes marié? Je dis, oui, je suis fiancée. Ah, mince, j'adore les femmes africaines, moi, je suis à la recherche d'une copine. Et je lui dis, ok, d'accord, bah, en tout cas, ça sera pas possible avec moi. Et ensuite, écoutez bien, il me demande, est-ce que j'ai pas une grande sœur? Il me dit, oui, vous avez pas une grande sœur à me présenter? Non, mais en fait, c'est quoi? Tu veux une copine tout court ou tu veux forcément une copine noire? Parce que tu peux pas me draguer et puis après, tu vas demander si j'ai une grande sœur. Où est la logique? Genre, si c'est pas moi, c'est ma soeur. Si c'est pas ma soeur, c'est ma tante. Si c'est pas ma tante, c'est ma grand-mère. Il y a quoi? En plus, il a bien vu qu'on n'avait pas le même âge, mais il est venu me draguer. Bref, je l'ai pas calculé, je suis repartie m'asseoir. Cette histoire d'hypersexualisation de la femme noire, elle ne remonte pas du tout d'aujourd'hui. Je vais vous raconter une petite histoire. Du coup, c'est l'histoire de Saartjie Baartman. J'espère que je prononce bien. C'est une jeune femme sud-africaine qui était esclave chez un fermier blanc avec ses frères et sœurs. Un jour, Dunlop, je sais pas si on prononce ça comme ça, un ami retraité de son maître, vient lui rendre visite. Et du coup, il la remarque en fait parce que d'après lui, elle a un physique hors du commun. En fait, Saartjie, elle a des fesses et des hanches hyper volumineuses et ses parties génitales, elles sont bombées et tombantes. À ce moment-là, Dunlop, lui, il est fauché, il est retraité comme je vous l'ai dit et il a besoin de sous. Et quand il la regarde, il se dit, mais attends, je crois que je vais me faire de l'oseille sur cette meuf. Du coup, son idée, c'est de la faire venir en Europe, de la mettre dans un zoo humain et de l'exposer pour que les Européens puissent la regarder. Donc c'est ce qu'il fait, il a fait venir en Europe, elle est exposée dans une cage, les gens viennent la regarder, viennent se moquer d'elle, ils viennent la toucher. En fait, c'est un animal en cage. Tout ça à cause de son physique, de ses fesses, de ses hanches. Ils n'ont jamais vu de fesses, ils n'ont jamais vu de hanches. Du coup, ils sont tous choqués. Et c'est alors qu'on va lui donner le nom de Vénus noire ou Vénus de Hottentot. Ces formes, elles fascinent tellement qu'elle est analysée, auscultée, malmenée par tous les scientifiques européens. On la ramène ici, on l'ausculte, on la ramène ici, on fait des expériences sur elle, on la ramène ici, on la tripote de partout. Elle s'est fait violer, elle a été réduite à la prostitution de force et on lui fait subir toutes sortes d'atrocités, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des choses? Du coup, après tout ça, fallait pas s'attendre à un grand miracle. Hein. À l'âge de 25 ans seulement, elle meurt. On connaît pas trop les circonstances de sa mort. Soit elle est morte d'une pneumonie ou d'un chagrin, on ne sait pas vraiment. Et comme si c'était pas assez, on va pas respecter son corps même quand elle est morte. Du coup, elle va se faire disséquer. On va lui prendre son squelette, ses fesses et ses organes et ils seront exposés au musée de l'homme dans les années 70. Et c'est seulement en 2002 que sa dépouille elle sera rapatriée dans son pays natal qui est l'Afrique du Sud. C'est vraiment une histoire triste et sombre. Les gars, tout ça pour vous dire que le corps de la femme noire, il a toujours fasciné les blancs et ça date pas d'aujourd'hui. Bien sûr, hein, pas tous, on ne généralise pas. Être noir, c'est aussi être jugé de sauvage.
Donc tu te mets en colère comme tout être humain, tu peux t'énerver, tu peux crier, tu peux hausser le ton. Mais quand t'es noir, on va tout de suite te cataloguer d'hystérique, de sauvage. Un jour, je me suis embrouillée avec une fille, genre on s'est embrouillé comme deux êtres humains normaux, quoi. On parle avec des mots et à la fin de l'embrouille, bah ça s'est fini bien, genre chacune a dit ce qu'elle avait à dire. Et à la fin, elle me dit ah ouais, c'est trop bien, toi t'es pas comme les autres, j'ai cru que t'allais me sauter dessus. Mais suis-je un animal? Je suis désolée, il y a des noirs bagarreuses, il y a des noirs calmes, il y a des noirs pacifistes, des noirs agressifs. Voilà, il y a de tout en fait. Donc tu peux être asiatique et être agressif, tu peux être arabe et être agressif, tu peux être blanc et être agressif. Voilà, il y a de ça partout en fait, on est des êtres humains. Il y a un préjugé aussi qui m'irrite sur les noirs, celui selon lequel les noirs ne savent pas s'exprimer. Ça m'énerve. Je pense que savoir s'exprimer, ça se limite pas à une couleur. Donc faut arrêter un peu avec ça. Il y a des blancs qui savent s'exprimer, d'autres non. Des noirs qui savent s'exprimer, d'autres non. Des arabes qui savent s'exprimer et d'autres non. Voilà. Mais quand tu es noir et que tu sais t'exprimer un minimum, on dirait que c'est un miracle. Après, bien sûr, il y a des facteurs auxquels il faut tenir compte parce que savoir s'exprimer, c'est pas donné à tout le monde. Par exemple, quand tu vas avoir des parents qui sont issus de l'immigration, qui vont venir en France, qui ne maîtrisent pas forcément le français, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de parler français que si tu as des parents qui sont nés en France, qui parlent le français tous les jours, quotidiennement. Du coup, il y a tout ça à prendre en compte parce qu'à la maison, on va pas forcément te parler français, on va pas forcément te lire des livres en français pour t'éveiller, enrichir ton vocabulaire. Et en fait, il y aura que à l'école où tu vas parler le français. Du coup, tu parles avec un désavantage. Bien sûr, ça veut rien dire. Tu peux avoir des parents qui parlent pas du tout français et bien t'exprimer. Il y a aussi la classe sociale qui est très déterminante. Quand tu as des parents ouvriers, quand tu as des parents cadres, c'est pas la même chose. Bien sûr, l'école permet de s'éduquer, mais si papa est manutentionnaire, maman femme de ménage, et de l'autre côté, tu as papa qui est juriste et maman, je sais pas moi, ingénieur, tu seras pas éduqué à la maison de la même manière. Bien sûr, ça ne veut rien dire, mais il y a quand même ça qui est à prendre en compte. Être noir, c'est aussi recevoir des critiques constamment sur nos cheveux. Quand tu les lâches et que tu es fier de ton héritage culturel que sont tes cheveux, on va te demander pourquoi est-ce que tu les lâches, pourquoi tu fais pas de tissage, pourquoi tu ne les lisses pas, parce que lisser ses cheveux c'est mieux, avoir les cheveux lisses c'est beaucoup mieux qu'avoir les cheveux crépus. Tout le monde et n'importe qui se permet de toucher tes cheveux, de les analyser, de les tirer. Franchement, on a le droit à tout. Quand tu vas mettre des perruques, on va te demander pourquoi tu mets la perruque, tu n'assumes pas tes cheveux, pourquoi tu ne lâches pas tes cheveux, pourquoi tu n'es pas fier. Tout le temps des réflexions. En fait, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Il faut savoir un truc, les cheveux crépus, c'est des cheveux qui sont très difficiles à entretenir. Et c'est pas tout le monde qui a la foi de les entretenir ou de faire 36 000 soins dans la semaine. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent tout simplement mettre des perruques. Tu fais tes nattes collées, tu cales ta perruque et t'es tranquille. Après, bien sûr, il y en a qui ont les cheveux plus malléables et c'est beaucoup plus facile. Donc, ils peuvent les laisser libres comme ça au quotidien. Et puis d'abord, on met des perruques pour diverses raisons. Tu mets parce que c'est stylé, parce que t'aimes bien, t'as envie de changer de tête. C'est pas forcément par dépit qu'on va mettre des perruques. Tu peux être noir, avoir de très jolis cheveux et mettre des perruques. Donc, laissez les gens vivre et faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, j'ai remarqué que les cheveux des noirs, c'est vraiment un élément de discrimination. Quand j'étais petite, en maternelle, je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos sur le harcèlement scolaire que j'ai pu vivre. En maternelle, les filles ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'avais pas les cheveux lisses comme elles, ou parce que j'avais des tresses, ou parce que j'avais les cheveux crépus. Du coup, j'étais souvent rejetée, ce qui n'est pas du tout normal. En BTS aussi, laisse tomber, j'avais un prof, je sais pas ce qu'il avait avec mes cheveux. À chaque changement de coiffure, le gars était sur mon dos. Quand je fais des braids, c'est pas professionnel. Je fais mon afro, c'est pas professionnel. Je fais mon puff, c'est pas professionnel. Il était tout le temps sur mon dos. Le seul moment où il était pas sur mon dos, c'est quand je plaquais mes cheveux ou que je mettais des tissages ou que je mettais des perruques lisses. En plus, le pire de tout ça, c'est que les réflexions, il les faisait devant la classe entière. C'est pas il me prend à part, il me parle. Non, 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 devant toute la classe. C'était grave de l'humiliation en fait, mais je n'ai jamais répondu parce que c'était un prof hyper important. C'est lui qui notait nos CCF pour le BTS et il nous a clairement fait comprendre que si on le faisait chier pendant l'année, il n'hésiterait pas à nous pénaliser sur notre note finale. Du coup, je ne lui ai jamais répondu. En plus, vous connaissez les profs, ils ont toujours raison. Tu vas aller te plaindre à l'administration, on va même pas te prendre en considération, donc je n'ai jamais répondu. Je voulais grave pas passer pour la Renaud insolente, celle qui répond et tout, donc je préférais fermer ma bouche. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'à la remise des diplômes, des BTS, genre il m'a grave félicité et tout, j'ai encore les vidéos carrément. Il m'a dit oui, vous êtes bien élevé, une élève polie, respectueuse. Mais c'est là que je me suis dit, mais en fait il a un problème parce que toute l'année il m'a poussé à lui répondre et là il me dit que je suis polie. Donc en fait il voulait que je lui réponde. Dieu merci, je ne l'ai pas fait, même si j'aurais dû parce qu'en vrai c'est mon droit.
J'ai le droit de me défendre, t'as pas le droit de m'humilier comme ça en permanence devant les gens. Mais bon, je l'ai jamais fait et franchement, je regrette pas de pas l'avoir fait parce que si ça se trouve, si je l'avais fait, il m'aurait pénalisé, j'aurais été en guerre avec lui. Et franchement, être en guerre avec un de ses profs qui note les CCF de BTS, je pense pas que ce soit l'idéal. Être noir, c'est aussi vivre de la discrimination à l'embauche. Voici un petit exemple. Je me suis occupée pendant mon stage de recruter des candidats, enfin de sélectionner des candidats plutôt. Donc j'étais sur du sourcing et un jour quelqu'un m'a dit alors pour cette agence-là, Nabila, pas de noir, pas d'arabe. Déjà à la base quand tu vas à un entretien, t'as peur. Mais quand t'es noir, t'as peur x2. Parce que tu te demandes est-ce qu'ils vont être racistes, est-ce qu'ils ne vont pas être racistes. Tu te poses tout plein de questions. Et pour ceux qui ont suivi ma story time sur mon expérience catastrophique dans le secteur du luxe, vous-même, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais expliquer un peu. En gros, j'ai réussi à décrocher un entretien chez une maison de luxe. Et une fois arrivé, en fait, le responsable, quand il m'a vu, il m'a dit « Oh, je ne m'attendais pas à ça. » Ça quoi? Une femme noire. Je n'ai même pas encore ouvert la bouche que tu m'as déjà jugée. Et du coup, il m'a archi mal reçu. On a fait l'entretien debout. On n'est même pas allé dans un bureau. Pas de chaise, rien du tout. Il avait rien pour noter. Il notait même pas ce que je disais. Il s'en fichait. Être noir, c'est aussi accepter de voir des choses sur lesquelles on a été critiqué devenir à la mode. Les lèvres pulpeuses, hanches, fesses. C'était pas joli, c'était pas esthétique. Et maintenant, c'est grave la mode. En gros, les attributs des femmes noires sont à la mode. Avoir des cuisses, des fesses, une taille, on va dire, fine, marquée. C'est devenu grave à la mode. Alors qu'avant, on se faisait tailler sur ça. Ah, tes grosses lèvres. Ah, tes grosses cuisses. Ah, tes grosses fesses. Et maintenant, c'est grave à la mode. Jusqu'à les gens s'injectaient le ciment dans les fesses, les plastiques, les silicones. Mais vous connaissez, il a fallu que Kim Kardashian et sa famille arrivent pour promouvoir ça. Et là, bim, c'est devenu la mode. J'ai vu une phrase sur Instagram que j'ai grave aimée et que j'ai trouvé hyper véridique. Cette phrase, elle disait « Être noir, c'est cool. » Sauf quand on l'est vraiment. La culture noire est cool, la food noire est cool, la musique noire est cool, les délires des noirs sont cool. Mais quand il faut vraiment être noir, quand il faut nous aider à militer pour nos combats, il n'y a plus grand monde. Dès que tu te plains, tu es qualifié de victime. On a quand même vécu 400 ans d'esclavage. Et même après ces 400 ans, ça ne s'est pas arrêté tout de suite. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des séquelles. C'est vrai que nos conditions se sont améliorées, mais c'est quand même assez difficile au quotidien. Et c'est vraiment dégueulasse que quand quelqu'un se plaint de ce qu'il vit, les gens puissent venir le pointer du doigt et lui dire « Oh, c'est bon, arrêtez de vous victimiser. C'est bon, c'est passé, c'est de l'histoire, il faut oublier. » On ne peut pas oublier comme ça, surtout quand ça perdure. Être noir, c'est subir des violences médicales. Je vous explique un peu, petite anecdote encore une fois. Un jour, j'avais une carie. C'était la première fois que j'en avais une. Je vais chez le dentiste, je sais pas trop comment ça allait se passer et tout. Je sais pas comment on soigne une carie. Je m'installe. Il me pique une fois dans la gencive. Ensuite, il prend un petit machin, là, un petit outil. Il commence à tripoter mes dents avec. Moi, je savais pas du tout ce qu'il faisait. Ça me faisait un peu mal, mais je me suis dit peut-être qu'il regarde l'avancée de la carie. Et au bout d'un moment, ça commence à vraiment me faire mal. Mais je comprends pas ce qu'il fait, je me plains pas. Et ensuite, je dis, ah, mais vous me faites mal. Il me dit, ah, j'essaye de soigner votre carie. Je dis, ah, mais ça me fait mal, je pense qu'il faut repiquer parce que l'anesthésie, c'est pas passé. Du coup, il me pique une seconde fois. Et là, il veut m'arracher la dent. Sauf qu'en fait, il a même pas laissé l'anesthésie agir. Et il veut m'arracher la dent. Du coup, je fais, ah! Et son assistante, elle lui dit, mais elle a mal. Et il me dit, non, vous avez pas mal, c'est pas possible. Je lui dis, mais monsieur, je vous dis que j'ai mal. Et il a fallu que je crie et qu'en gros, je me débatte un peu pour qu'il me lâche et qu'il me pique une troisième fois. Et c'est au bout de la troisième fois que c'est vraiment passé, que je ne sentais rien. Sauf qu'il m'a même pas dit qu'il m'arrachait la dent. Moi, pour moi, il soignait ma carie. Et vu que j'ai jamais eu de carie, je sais pas trop comment ça se passe. Du coup, pour moi, il est en train de soigner ma carie et il mettait du plombage. En fait, le gars m'a arraché la dent sans me dire, sans mon consentement. Il m'a même pas demandé si je voulais qu'on m'arrache la dent ou même me prévenir qu'il allait m'arracher la dent. Il a arraché et c'est quand il a terminé que j'ai vu qu'en fait, il m'avait arraché la dent. Et je lui ai dit, ah, vous m'avez arraché la dent? Il m'a dit oui. Mais franchement, je vous cache pas, j'avais tellement mal et il m'a soulagé en me l'arrachant que je me suis pas plaint. Mais en fait, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais il a grave des foutaises. Tu peux pas arracher la dent de quelqu'un et ne pas prévenir cette personne. Il y a plusieurs personnes noires qui se sont plaintes de racisme médical et c'est vraiment quelque chose de commun qui arrive souvent. En fait, les gens nous voient comme des personnes résistantes, robustes et fortes. Du coup, ils se permettent de faire n'importe quoi et de ne pas nous traiter avec soin. Être une femme noire, c'est aussi voir son physique comparé à celui d'un homme. C'est-à-dire être masculinisé parce que t'es musclé. On a l'exemple avec Aya Nakamura qui s'était fait lyncher sur les réseaux sociaux. Tout le monde se moquait d'elle parce qu'en fait, elle est forte. Enfin, elle était, parce que maintenant elle a maigri. Elle était forte, musclée, avec des formes. Et du coup, tout le monde se moquait d'elle. Il y en a qui disaient même, oui, Aya Nakamura, c'est mon pote du quartier.
en mode Aya Nakamura est un homme. Mais ça se fait pas en fait de faire des trucs comme ça. Et même moi j'ai subi ça. Pour ceux qui ont regardé ma story time sur le harcèlement scolaire, toujours les garçons de mon école et de ma classe m'appelaient Shrek, Hulk, Musclor parce que j'étais musclée. Quand on compare toujours ton physique à celui d'un homme, en fait toi-même tu te poses des questions sur ta féminité et ça peut te complexer. En fait les gens ils n'ont pas conscience de l'impact des paroles sur la vie des gens. Ironie du sort, ces garçons qui se moquaient de moi aujourd'hui me complimentent. Donc être noir, c'est aussi subir du racisme venant des blancs, mais bien sûr pas que des maghrébins. J'ai remarqué, bien sûr, je tiens à nuancer mes propos, ce n'est pas tout le monde qui le fait, ce n'est pas tout le monde qui est raciste chez les maghrébins. Il faut bien faire attention à ce que je dis pour ne pas comprendre n'importe quoi. Mais j'ai remarqué qu'il y a un phénomène en ce moment sur les réseaux sociaux. Certains frères maghrébins qui se prennent en vidéo pour nous insulter. On ne sait pas ce qu'on leur a fait, mais ils prennent un malin plaisir à nous insulter. Et quand ça va loin, que la communauté noire s'indigne, s'énerve, pète les plombs, et ben ils s'excusent tout de suite. Ils vont te dire qu'ils ne sont pas racistes, qu'ils ont des amis noirs, qu'ils mangent du mafé, qu'ils écoutent du Youssouf N'Dour. Des trucs qui n'ont rien à voir. En fait, tu as fini d'insulter les gens. Maintenant que les gens s'indignent, tu viens demander pardon. Mais pourquoi tu fais ça? Si tu ne le penses pas, pourquoi est-ce que tu le fais? Je vous emmène au zoo, là. Au zoo, je vous mets dans des cages. On capte même pas c'est qui le singe. La vie de homme. Je vous jette des bananes. Ça y est. Un jour, j'étais dans le métro et en gros, il n'y avait plus de place. Il restait une place à côté d'une mère et de sa fille. C'était des maghrébines. Et je me suis assise à côté d'elle et elle a commencé à parler en arabe. Et moi, le seul mot que j'ai compris, c'était Kerloucha. Et en fait, ce mot est revenu plus de 3 fois. Du coup, elle parlait. J'ai compris qu'elle parlait mal de moi, hein, parce que Kerloucha, je ne sais pas si vous le savez. Mais en fait, c'est une manière péjorative de décrire les noirs. Et je lui ai dit, bah oui, qu'est-ce qu'elle a la Kerloucha? Et tout de suite, elle s'est sentie très mal. Elle a dit, non, j'ai rien dit, c'est la même famille. Mais pourquoi tu parles mal de moi? Je suis juste venue m'asseoir. Jusqu'à preuve du contraire, je paye mon pass Navigo, donc j'ai le droit de m'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on regarde aussi la façon dont sont traités les Noirs qui vont dans les pays maghrébins ou les pays du Moyen-Orient, c'est vraiment déplorable. Ils sont maltraités, humiliés, battus. Alors qu'ils partent juste dans ces pays pour chercher du travail, essayer d'améliorer leurs conditions de vie. On les traite vraiment comme des esclaves alors qu'on est quand même au 21e siècle. Et ça ne devrait plus exister. Je tiens encore une fois à nuancer mes propos. C'est pas tout le monde qui le fait, je ne généralise pas. J'ai vu des témoignages de jeunes filles qui étaient parties par exemple en Tunisie pour travailler, qui travaillent chez des familles, qui sont battues, qui ne sont pas nourries, qui subissent des violences sexuelles. Et c'est vraiment dégueulasse en fait parce que on vient du même continent et on devrait être unis et soudés. Et c'est pas du tout le cas. On peut même le remarquer pendant la CAN par exemple. Le Sénégal qui gagne le match contre l'Algérie. Les Algériens vont nous insulter de tous les noms. Bande de quels, bande de babouins, bande de singes, vous servez à rien. Nous insulter alors que tout supporter n'aime pas perdre. Mais tu n'as pas à insulter, à dire des propos racistes. Il s'agirait de changer de disque, les gars. Et en plus, vous êtes des Africains comme nous, donc big love. Être noir, c'est aussi subir du colorisme. Je m'explique. Les femmes noires étant claires, elles sont considérées comme étant les plus belles. Tu peux te recevoir des réflexions en mode « Si tu étais plus claire, tu serais plus jolie. J'aime bien les noirs, mais je préfère celles qui sont claires. Je préfère les light skin. » En gros, quand tu es une femme noire, tu es belle, mais à une certaine noirceur. Si tu es trop noire, tu n'es pas belle. Et justement, ce genre de choses, ça va pousser certaines femmes à se blanchir la peau. Le plus triste dans tout ça, c'est que souvent, certaines de ces réflexions, on les reçoit de la part de nos frères noirs. Bref, si je veux tout citer, les amis, je vous jure qu'on va dormir ici, que la vidéo elle va durer une éternité. Et c'est pas le but. Mais j'ai vraiment essayé de vous parler des points essentiels. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je dirais que je suis contente et fière de notre histoire. Même si elle n'a pas toujours été rose. Tout ce qui nous est arrivé dans le passé, ça fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. C'est une force pour avancer et se battre en fait. On a un peuple fort, notre culture est riche, que ce soit linguistiquement parlant, musicalement parlant, foodistiquement parlant, j'ai inventé un mot carrément. On a une très bonne génétique, on vieillit très bien. Et malgré certains problèmes internes à la communauté noire, on reste un peuple uni, soudé et solidaire. On peut le voir lors des mariages, des décès. On est toujours en train de cotiser, de s'aider. Chez nous, par exemple, quand il y a un mariage, toute la famille cotise pour pouvoir t'aider à financer ton mariage. Quand il y a un décès, que tu perds un parent, tout le monde va cotiser pour que tu puisses payer ton billet d'avion, pour que tu puisses assurer tout ce qui est frais lié à l'enterrement, le rapatriement du corps. Donc on est vraiment très soudés. On a un peuple intelligent et novateur et ça, faut vraiment qu'on l'oublie jamais et qu'on ne doute surtout pas de nous. On va toujours subir des violences, des insultes, des frustrations, mais quoi qu'il arrive, il faut rester fort et avancer. Aimez-vous, soyez fiers de ce que vous êtes, de là où vous venez. Lisez, cultivez-vous sur votre histoire.
Et c'est sur ces derniers mots que je vous quitte. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications et de laisser un petit commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu.